Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être ici. Je suis Arnaud Gonzague, je suis rédacteur en chef adjoint du magazine l'Obs. Et je voulais remercier d'abord l'Académie du Climat de nous accueillir. L'Académie du Climat, je pense que c'est un lieu que vous commencez à connaître, mais dont il faut parler parce qu'il est important. Et c'est important qu'au centre, dans l'hypercentre de Paris, on ait un endroit comme celui-ci dans lequel on réfléchit sur l'écologie, dans lequel on expérimente, dans lequel il y a des ateliers, des conférences, des réflexions. Voilà, donc l'Académie du Climat nous accueille pour cette 3e édition du Week-end des possibles. Le Week-end des possibles, c'est donc ce rendez-vous organisé par l'Obs depuis maintenant 3 ans pour réfléchir à la transition, réfléchir aux enjeux, aux contradictions, aux grandes questions que tout ça pose. Et on le fait avec des personnalités comme Étienne Klein. On est très heureux. Merci Étienne d'être avec nous. On le fait avec des personnalités comme celle-là, dans l'idée vraiment qu'il faut que le public s'approprie ces enjeux qui ne sont pas des enjeux technocratiques, qui ne sont pas des enjeux éthérés, qui sont des enjeux de tous les jours, dans la consommation, dans nos choix. Et on est très content à l'Obs. Ça fait plusieurs années qu'on tire dans ce sens-là, si je puis dire. On va dans ce sens-là. Le numéro de cette semaine est très concret. Comment la France doit s'adapter. Alors on parle d'adaptation climatique. Je vous fais de la pub, j'en profite. C'est le numéro de cette semaine dans les kiosques. On a aussi un certain nombre de publications que vous pouvez trouver ici dans le petit espace librairie, comme la réédition de ce livre qui s'appelle « Les penseurs de l'écologie », qui regroupe un certain nombre d'articles de penseurs de l'écologie parus dans l'Obs. Et puis, pour ceux que ça intéresse, et après, promis, j'arrête avec la promo sur l'Obs, on a une newsletter qui s'appelle la newsletter Écolo-Obs, qui paraît donc tous les 15 jours, qui est gratuite, à laquelle on s'inscrit, et qui synthétise tous les 15 jours tous les articles concernant les questions environnementales qui sont parus sur le site de l'Obs. Et donc voilà, je ne peux que vous inviter, vous cherchez sur Google Écolo-Obs Newsletter, vous vous inscrivez et vous pourrez recevoir comme ça tout un tas de choses. Merci et bonjour, merci Étienne Klein d'être avec nous. Nous sommes là pour parler de plein de choses, dont votre livre qui s'appelle Court-circuit, et que je montre, qui est un beau livre, et qu'on peut trouver également à l'espace librairie ici. Voilà à peu près comment ça va fonctionner. On va se parler à peu près 45 minutes, vous et moi, et puis il restera un quart d'heure, 20 minutes pour les questions du public. Donc si vous avez des questions, des envies, des interrogations à apporter à Étienne Klein, vous êtes bienvenus, les bienvenus. Un micro va passer, et voilà, vous pourrez. Je vous présente très rapidement Étienne Klein. Est-ce nécessaire? Non, mais c'est bien quand même de le faire. Vous êtes physicien, vous êtes docteur en philosophie des sciences également. Vous dirigez le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière qui se trouve au commissariat à l'énergie atomique. Et puis pour le grand public, vous êtes l'inépuisable auteur d'une petite trentaine d'ouvrages, principalement de vulgarisation scientifique. Quand on a des questions sur la matière, sur l'atome, sur le temps, toutes ces questions épouvantablement complexes, c'est vers Étienne Klein qu'on se tourne quand on n'a pas fait un bac S, ce qui est mon cas. Et c'est vrai que vous êtes aussi animateur de radio, on vous a entendu à la conversation scientifique pendant des années. Vous êtes encore chroniqueur, j'ai vu dans une émission qui s'appelle La Science CQFD. Oui, oui, non, je ne vous l'apprends pas, rassurez-moi. Ouais, c'est ça. La Science CQFD, voilà. Donc vous comptez parmi les vulgarisateurs hors pair, on peut dire, en France. Et votre dernier livre, donc Court-circuit, est un livre assez marrant parce qu'il y a de la vulgarisation scientifique, il y a beaucoup de philo, beaucoup de mathématiques, toujours très accessible, très clair, mais vous avez mis aussi des épisodes de votre vie personnelle, des réflexions. Ça s'appelle Court-circuit. Alors pourquoi ça s'appelle Court-circuit et pourquoi on a l'impression, cette envie que vous avez eue de faire collision entre les choses? Bien. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Bon, merci pour votre invitation déjà, même si le samedi à 14 h, un week-end de Pentecôte, ça fait bizarre. C'est plein de monde. Ouais. Alors, je ne suis pas très habile à parler de ce livre parce que c'est une sorte de fourre-tout. Il s'appelle Court-circuit, en effet. Il y a 10 chapitres indépendants. Le seul point commun qu'ils ont, c'est que dans tous, on trouve le mot court-circuit. Alors, le titre, il vient en fait d'une phrase de Michel Serres. Michel Serres disait les inventions naissent parfois du mélange des genres et des courts-circuits. Et moi, j'avais appelé ce livre initialement Mélange des genres. Ah oui. Puis on m'a fait remarquer que le mot genre aujourd'hui devient
polysémique. Pour ne pas dire on pourrait problématique. imaginer que j'ai écrit un livre sur la sexualité, ce qui n'est pas tout à fait ma spécialité. Et donc j'ai pris le dernier mot de la phrase qui est court-circuit. Et l'idée, c'est en effet de rapprocher des choses qu'on n'a pas l'habitude d'associer, des disciplines, des verbes, penser et agir par exemple. C'est des choses qu'on n'a pas tendance à associer. Et de voir quand on les rapproche si ça produit quelque chose. Parfois ça ne produit rien et parfois ça produit des courts-circuits qui eux-mêmes provoquent des étincelles. Et c'est pas du tout un livre qui critique la spécialisation, mais qui fait plutôt l'éloge de la cohérence intellectuelle. Vous voyez bien qu'il y a des sujets qui ne sont pas monodisciplinaires. Par exemple, si vous prenez la question du temps que vous avez évoquée, on a tous remarqué pendant nos études que nos professeurs de physique parlent du temps, mais nos professeurs de philosophie aussi parlent du temps. Et donc la question toute bête qu'on se pose, c'est quand mon professeur de philosophie parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose que mon professeur de physique? Si la réponse est non, il parle de choses différentes, il faudrait les nommer différemment. Si au contraire on considère qu'ils parlent de la même chose, est-ce qu'ils en disent les mêmes choses? Et la réponse c'est non. Et donc à qui on doit accorder du crédit? Et c'est là que, voilà, quand elle est provoquée, la réflexion se met à se déplacer. Une réflexion ou une pensée qui n'est jamais provoquée tourne en rond et finit par sédimenter en croyance. Et donc j'ai tenté 10 exercices indépendants de tentatives de court-circuit. C'est pas l'éloge de l'interdisciplinarité, parce que l'interdisciplinarité qu'on promeut, elle a aussi mauvaise réputation, au sens où on l'assimile à une forme de dispersion. Et je pense qu'elle a du sens quand on part d'un problème bien posé, et une fois que le problème est bien posé, on voit quelles sont les disciplines, les savoirs qu'il faut solliciter pour le résoudre. Et les problèmes contemporains, qui sont complexes, en général, sollicitent plusieurs disciplines. Là, je rentre, tel que vous voyez, d'un colloque qui a duré une semaine à l'école de physique des Ouches, donc tout près de Chamonix, qui s'intitulait « Qu'est-ce qu'on fait des savoirs scientifiques dans les prises de décision concernant les enjeux de société ?» Et le thème de la semaine, c'était le climat. Évidemment, il y a un consensus scientifique, il y a des connaissances scientifiques, il y a un bilan qui est très clair sur le climat et sur les ressources en énergie, et même sur les ressources en matières premières. Et donc on voit bien que donc on a invité des politiques, des députés, des élus, des scientifiques et des journalistes. Et on voit bien que dès qu'on pose bien le problème et qu'on tente de le résoudre, ça sollicite toutes sortes de savoirs, de compétences. Par exemple, si vous écoutez les scientifiques parler du climat, il faut tout arrêter, quoi. Et même si on arrête tout, tout arrêter dans le sens il y a des constantes de temps qui font que les consommation. océans vont continuer à monter, etc. Mais il faut vraiment limiter drastiquement les émissions. Et d'ailleurs, quand on dit aux gens qu'on va limiter les émissions ou les stabiliser, les gens pensent que la concentration en CO2 va elle-même se stabiliser. C'est faux. Si les émissions sont stables, la concentration augmente. Donc il y a toute une pédagogie à faire. Et les politiques qui étaient là nous ont expliqué les contraintes auxquelles ils sont soumis. Parce que pour eux, il n'y a pas que le problème du climat, qu'ils ne contestent pas. Mais ils ont des problèmes d'économie, C'était qui les politiques en question? Je ne vais pas donner les noms, mais il y avait une petite dizaine de députés. Il y avait des élus locaux, notamment le maire de Chamonix, qui lui a des... Voilà, le maire de Chamonix. Oui, alors là, le réchauffement climatique à Chamonix. Changement climatique, mais aussi le tourisme de masse. Toutes sortes de contraintes qu'il a très bien expliquées, qui font qu'il a dû créer au sein de sa mairie, je crois que c'est une première, un conseil scientifique. Un conseil scientifique pour une mairie comme Chamonix, ville de moins de 10 000 habitants, si on ne compte pas évidemment le flux énorme de touristes qui viennent quasiment tout au long de l'année. Et donc voilà, il s'agit de rapprocher des notions pour voir si ça peut créer des étincelles ici ou là dans le champ de la réflexion. Mais alors, vous parlez pas énormément d'environnement, de climat, tout ça dans les interviews. J'ai regardé un peu, je fais un passage en revue comme ça de choses, mais j'ai cru sentir chez vous qu'il peut y avoir une petite inquiétude quant à la possible technophobie d'une partie de certains mouvements écologistes. Est-ce que c'est vrai ou... Je ne crois pas que vous l'ayez lu dans ce livre-là. Pas dans le livre, non. Disons qu'on a tous compris une chose, je pense, c'est que la science produit des connaissances. Voilà. La science produit des connaissances qu'on ne pourrait pas obtenir sans la science. Ce qu'on appelle des connaissances scientifiques
qui donne des résultats que les autres démarches de connaissance, qui sont multiples et que je respecte, ne peuvent pas obtenir. Voilà. C'est la science qui a permis de comprendre que l'atome existe, que l'univers observable est en expansion, que les espèces vivantes évoluent. Ça, c'est des découvertes scientifiques. Mais on a aussi compris, et c'est plus récent, que la science ne dit pas quel usage nous devons faire des possibilités techniques qu'elle nous donne. Voilà. La science nous dit comment faire des réacteurs nucléaires, comment faire des OGM, comment faire la 5G, mais elle ne dit pas si nous devons le faire. Avant, on a cru que c'était automatique, parce que la science était enchâssée dans l'idée de progrès. On pensait que la science était le moteur du progrès, donc ce qu'elle permet de faire, ce qu'elle rend possible, on doit le tenter. C'est forcément positif. Ouais. Pas forcément positif, mais on doit au moins le tenter. Ouais. Bon. Et là, on se dit non, c'est pas si évident que ça. Et du coup, on hésite. Que devons-nous faire des possibilités que la science nous donne? Est-ce qu'on doit faire de l'IA? Quelles sont les décisions qu'on est d'accord pour déléguer à des machines? Ça, c'est pas la science qui le dit. Bon. Et du coup, nous hésitons. Nous hésitons. Nous, c'est la société. La société hésite, on procrastine, on a du mal à prendre des décisions, on crée des débats qui ne sont jamais conclusifs ou dont les conclusions sont toujours contestées, donc c'est difficile. Mais il me semble qu'il y a aussi un mouvement qui fait croire que l'hésitation ne vient pas de nous, mais de la science. C'est comme si la science hésitait à propos de ses propres discours. Et ça instille un certain relativisme par lequel on considère que tout sujet peut être mis en débat. Et moi, je crois que c'est faux. Il y a des sujets qui s'enseignent et il y a des sujets qui se débattent. Et ce n'est pas les mêmes. On ne va pas débattre... Ce qui s'enseigne, c'est ce qui relève des connaissances scientifiques. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une forme de vérité scientifique. En revanche, les usages, ça se débat. Exactement. On n'a plus le temps de débattre de la forme de la Terre. Elle est ronde, elle n'est pas plate. Oui. Et d'ailleurs, l'humanité, c'est une petite parenthèse, l'humanité n'a jamais pensé que la Terre était plate. Même les gens qui savent que la Terre est ronde pensent qu'on a cru pendant des millions d'années qu'elle était plate. C'est faux. Il n'y avait pas de platistes chez les Grecs, chez les Chinois, chez les Indiens. Enfin, les gens ont toujours su que la Terre était ronde. C'est aujourd'hui qu'il y a le plus de platistes, ce qui interroge d'ailleurs sur les rapports. Et qui ont peut-être des arrière-pensées politiques plus que philosophiques. On ne va pas débattre techniques. De l'existence de l'atome. On va enseigner comment on a su que l'atome existe. Voilà. Ce qui n'est pas la même chose. Et une fois qu'on a enseigné comment on a su que l'atome existe, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'atome devient intéressante. Mais voilà, je me méfie de ce mouvement. En même temps, il est là, parce que est-ce que votre parole, elle est performative? Est-ce qu'il suffit de dire la science, elle a un certain nombre de vérités, un certain nombre de connaissances qu'il est quand même ridicule de contester? Est-ce que ça suffit de le dire pour que ce mouvement n'avance pas? Moi, j'ai l'impression que ça peut être le contraire. Vous ne vous craignez pas? C'est-à-dire que vous puissiez passer pour une forme d'arrogance, de vous avez la vérité avec un grand V, etc. Et ça peut créer un terreau hostile. Bon, vous êtes journaliste, donc vous savez que ça ne suffit pas. En fait, je pense qu'il y a quand même une chose à expliquer, qui est que la science et la recherche sont deux choses différentes. Mais en fait, assez différentes, même si elles se touchent. Mais je trouve que, vous parliez du Covid. Pendant le Covid, moi j'ai souffert intellectuellement. Ah oui, ça a été compliqué pour vous, oui, on l'a vu. D'une confusion systématique entre la science et la recherche. Alors expliquez-nous, c'est quoi la différence entre la science et la recherche? La science, c'est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées. Ces bonnes réponses à des questions bien posées, on les a acquises, ça a parfois été très long, ça constitue des résultats scientifiques que vous pouvez critiquer, contester, autant que vous voulez, mais vous ne pouvez le faire que si vous avez des arguments scientifiques pour le faire. Vous ne pouvez pas les contester simplement à partir de votre bon sens, de votre intuition, de votre ressenti, parce qu'on sait très bien que la science moderne s'est construite contre le bon sens. Et donc si vous dites ouais, la courbure de l'espace-temps, je la sens pas, mais ce n'est pas un argument suffisant pour dire que l'espace-temps n'est pas courbé. Voilà. Et évidemment, ce corpus de connaissances que j'appelle la science, nous savons qu'il est incomplet. Nous savons qu'il pose des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. Autrement dit, nous savons que nous ne savons pas.
Et phrase de Socrate. C'est parce que nous savons que nous ne savons pas que nous faisons de la recherche. Par exemple, est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? Personne n'en sait rien. Et quand je dis personne, c'est vraiment personne. Il n'y a pas un humain qui connaît la réponse. Quant aux extraterrestres, je ne sais pas ce qu'ils pensent, s'il y en a. Est-ce que le neutrino, qui est une particule élémentaire, est identique à son antiparticule? On n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Donc, comme nous savons que nous ne savons pas, nous faisons des recherches. Autrement dit, la recherche, elle est liée à la connaissance. C'est la connaissance que nous avons du fait que nous ne savons pas. Voilà. Nous savons que nous doutons, donc nous cherchons. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a confondu la science et la recherche, l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche est venue coloniser l'idée même de science. Et on dit la science c'est le doute. Ah bon? La science c'est le doute. Et vous connaissez des physiciens qui doutent de l'existence de l'atome? Vous connaissez des cosmologistes qui doutent de l'expansion de l'univers? Mais non, il y a toutes sortes de questions qui sont réglées. On ne doute pas. Et donc laisser penser que tout ce qu'on sait peut être immédiatement remis en cause, moi j'y crois pas. Je pense qu'il y a des choses, je ne dis pas que ce sont des vérités absolues, mais il y a quand même des savoirs qui sont tellement solidement constitués que les contester demande un effort intellectuel que personne n'est prêt à accomplir. Et donc, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on enseigne, il y a des choses qu'on débat. Et on perd beaucoup de temps, à mon avis, à débattre de questions qui sont tranchées. Mais est-ce que à votre avis, c'est la séance du Covid, la parenthèse du Covid, totalement particulière dans l'histoire de nos sociétés, c'est peu de le dire, qui a fait se réveiller ces choses-là? Elles étaient déjà là avant, parce que le complotisme n'est pas né avec le Covid. Non, bien sûr. Mais est-ce que ça lui a donné une assise, une espèce de légitimité C'est pas le Covid, mais disons, ce qui s'est passé pendant le Covid m'a rendu dépressif. Je crois plus beaucoup à l'efficacité de la vulgarisation, mais avant même, il y avait des alertes. Il faut préciser que dans votre livre, il y a tout un passage où vous dites que la vulgarisation, en fait, vous vous êtes rendu compte que les gens qui venaient écouter de la vulgarisation étaient des gens qui étaient déjà convaincus par la vulgarisation. Oui, qui sont intéressés par elle. Qui s'intéressent par les sciences, et donc par définition, les gens qui sont loin de ça, ou qui en doutent, ou qui y sont hostiles, ne viennent pas vous écouter. Ça, on sent que ça vous pèse, ça. Voilà, mais je vais faire une petite remarque là-dessus, parce que, vous savez, en 2012, les physiciens ont fait une découverte très importante, qui est la découverte du boson de Higgs, particule élémentaire qui avait été prédite depuis 48 ans. On ne savait pas trop si elle existait, mais on a fini par la détecter. Et la particule qu'on a détectée est exactement conforme à ce qui avait été calculé. Elle ressemblait à sa prédiction. C'est une découverte fondamentale, vraiment, qui devrait changer d'ailleurs notre façon de parler de la masse. Mais bon, ce n'est pas une découverte qui aura des applications. La particule en question a une durée de vie de 10 puissance moins 23 secondes. On ne va pas faire des médicaments avec. Bon. Donc elle n'a pas d'application. Et donc le fait qu'elle existe ne change rien à nos vies. Si on était vraiment cohérent intellectuellement, elle changerait des choses à notre façon de penser. Mais qu'elle existe ou pas, en fait, permettez-moi l'expression, on s'en fout. Et d'ailleurs, quand elle a été détectée, on n'a pas vu apparaître dans les mois qui ont suivi de livres intitulés « Ma vérité sur le boson de Higgs », écrit par telle ou telle personne qui viendrait contester cette découverte. En fait, personne ne l'a contestée, non pas parce qu'elle s'est imposée en tant que vérité, mais parce qu'on s'en fout. Maintenant, si vous prenez un autre exemple qui vous intéresse ici à l'Académie du climat, ce que disent les climatologues aujourd'hui, ils le disaient déjà il y a 30 ans. Mon labo, à Saclay, il juste le labo des climatologues. Donc je les vois régulièrement au café. Ils me disent les mêmes choses depuis 30 ans. Depuis 30 ans, ils n'ont fait qu'affiner leurs prédictions. Mais le constat de base, qui est le résultat d'une très longue recherche, ils le connaissent, ils l'ont expliqué d'ailleurs. Et nous avons vu apparaître en librairie des livres intitulés « Ma vérité sur la planète ». Autrement dit, quand une vérité scientifique nous déplaît, nous sommes capables de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Nous le savons, mais nous n'y croyons pas. Et ça ne vaut que pour certaines découvertes scientifiques, pas pour les autres. Moi, je pense que les gens qui contestent le fait que l'activité humaine
modifient le climat, ils ont le droit de le contester, au nom d'un scepticisme radical, mais à condition que ce scepticisme fasse jurisprudence. C'est-à-dire qu'ils ne contestent pas simplement les vérités des climatologues, mais aussi celles des physiciens, des thermodynamiciens et de tous les autres. C'est ça qui ne va pas. Donc vous pensez qu'il y a évidemment, derrière la contestation de certaines vérités scientifiques, des arrière-pensées qui sont des arrière-pensées politiques, peut-être religieuses, peut-être qu'en débattant scientifiquement avec ce genre d'arguments, on tape à côté de ce qu'il faudrait faire, peut-être. C'est-à-dire qu'il faudrait travailler le politique et travailler le religieux et l'idéologie plutôt que de travailler la science. Écoutez, là, je rentre d'un colloque, je vous l'ai dit, à l'école de physique des Ouches, on a fait discuter ensemble des scientifiques, essentiellement des gens qui travaillent sur le climat et sur l'énergie, des politiques et des journalistes. Et en fait, les politiques ont expliqué leurs difficultés. C'est-à-dire, même s'ils sont convaincus par ce que disent les scientifiques, ce que disent les scientifiques ne constitue pas une politique. Une politique, c'est tout le cycle de la vie en société qui est concerné. C'est pas simplement ce que disent les physiciens sur le climat, puisqu'il y a d'autres paramètres qu'ils doivent prendre en compte. Et du coup, ça pose la question de savoir, compte tenu de ce que nous savons grâce aux sciences, que devons-nous faire politiquement? Et cette question, elle est facile à poser comme ça, mais elle est très très difficile à résoudre pragmatiquement. Et du coup, la discussion a été intéressante par le fait que les gens n'ont pas cessé de discuter pendant une semaine. Alors qu'on avait peur qu'il y ait des clans qui se forment, que les politiques restent entre eux, que les scientifiques restent entre eux. En fait, on n'a pas été discuté. D'une certaine manière, c'est le consensus qui est moi, je me suis dit, tiens, pour quoi. que les gens parlent moins, on va les faire monter à 3000 mètres. Et là, le souffle coupé, ils vont un peu se taire. Ben non. Ils n'ont pas cessé de parler. Ce qui montre que là, il y a des occasions, qu'on devrait d'ailleurs multiplier, où les gens discutent de ce qu'ils savent et de ce qu'ils peuvent faire. Et comment ça marche. Quand Cédric Villani vient nous expliquer comment il a dirigé l'office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et techniques, il montre quelles sont les contraintes qui pèsent sur lui et comment un rapport scientifique extrêmement travaillé, qui est le résultat de milliers d'heures d'audition, qui a été relu par des experts, eh ben, en général, il n'est pas repris, il n'est pas lu, alors que tout est là. Le politique est soumis à d'autres contraintes plus émotionnelles, pour lesquelles la part de la rationalité dans l'argumentation est parfois extrêmement faible. Vous avez commencé par parler de Michel Serres. Michel Serres, il faut rappeler que ça a été un grand philosophe des sciences qui est décédé il y a quelques années. Et vous dites dans Court-Circuit, vous dites qu'il avait un grand récit. Lui, il pensait qu'il fallait un grand récit avec un grand G, un grand R. C'était vraiment le... Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? On a l'impression que c'était une espèce justement d'objet de reconquête pour lui des sciences. Je sais que vous êtes un grand fan de Clément Rosset. Oui, Clément Rosset, c'est un philosophe qui est mort il y a quelques années, qui développait une idée essentielle, qui a qu'un seul monde, c'est le monde, et qu'à chaque fois qu'on tente de le dédoubler par des stratégies comme la science, l'art, la métaphysique, la politique, etc., on le perd. Chaque fois qu'on essaie d'imaginer un monde meilleur, en fait, c'est surtout pour oublier le monde tel qu'il est. Voilà. Le monde est idiot, il n'y a rien d'autre à en dire que le fait qu'il est. Et il développait une conception de la joie que je trouve intéressante. La joie, il l'appelait la force majeure. Et il disait que la joie, c'est pas quelque chose qui survient en nous quand tout va bien. Il dit, tout être joyeux est un être déraisonnant. Quand on est joyeux, c'est toujours malgré tout. Et pour lui, ce qui fonde la joie, c'est la conscience du tragique. La conscience du tragique, eh bien, provoque la joie, qui est sans raison. Vous pouvez expliquer ce que c'est que le tragique? C'est la joie de vivre, en fait. C'est la joie du seul fait d'être vivant, alors que le monde est tragique. Et l'hypothèse que je formule, c'est que Michel Serres, que vous avez peut-être vu ici ou là à la télévision, il était tout le temps joyeux. Moi, je l'ai rencontré beaucoup de fois, on a travaillé ensemble. Il était toujours de bonne humeur, joyeux, séducteur, etc. Mais pour l'avoir vu aussi dans d'autres situations, je pense que c'était un personnage à la Clément Rosset. Il avait une conscience du tragique, notamment de la violence. Un jour, il a écrit « Ma pensée, c'est Hiroshima ».
C'est Hiroshima qui a été pour lui l'événement. Il avait 15-16 ans quand c'est Voilà. arrivé. Hein, Qui oblige à complètement refonder la pensée. Et ça l'obsédait. La violence l'obsédait. Et je me souviens qu'on avait des discussions sur la guerre. Et il me disait, moi je lui disais, mais en Europe, au moins, les guerres d'État à État, c'est impossible. On a trouvé des structures institutionnelles, une forme de paix démocratique qui empêche qu'on puisse imaginer une guerre d'État à État en Europe. Et lui, qui était si optimiste en apparence, me disait non. Il me disait, toute paix est un entre-deux-guerres. Ouais, et heureusement pour lui, il est mort juste avant la guerre en Ukraine. Ouais. Et donc ce qu'il disait lui, le grand récit, c'est l'idée que finalement, la violence, elle est dans notre sang, on ne va pas s'en débarrasser comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a compris grâce aux sciences que l'humanité n'est présente dans l'univers que depuis quelques millions d'années. Et l'univers, lui, il a 13,7 milliards d'années. Conclusion. L'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Et pendant cette période où nous n'étions pas là, il a énormément évolué. C'est ce qu'il appelle le grand récit. Or, nos historiens, ils nous racontent que l'histoire où on était présent, il y a un tout petit bout de l'histoire. Mais la vraie histoire, c'est celle de l'univers. C'est le grand récit de l'univers. Et il dit, en s'inspirant de ce grand récit, on pourrait peut-être fonder le concept non pas d'humanité, mais de dominescence, comme il dit. Dominescence, c'est-à-dire l'humanité en tant qu'elle progresse. Et peut-être qu'un jour, l'humanité aura trouvé des moyens, des idées, des organisations, des institutions qui feront que la violence endémique, en apparence endémique, finira par disparaître. C'était pour lui une source d'espoir, c'était de s'inspirer de l'histoire de l'univers pour penser l'histoire de l'humanité. Parce qu'en fait, quand on découvre on occupe un micro morceau de l'histoire de l'univers, on est censé être frappé par cette espèce d'humilité qui va nous rendre un peu moins arrogants, c'est ça l'idée ? Oui, on est un petit bout, mais on est capable de comprendre ce qui se passe dans les galaxies qui sont à 13 milliards d'années-lumière. Donc il y a quand même de quoi se la péter un peu. Vous croyez à la vulgarisation. Là, vous avez un petit moment de flottement sur les histoires de vulgarisation, mais vous y croyez au fond. Évidemment, je crois à la vulgarisation, mais si je dis que la vulgarisation est un échec, c'est pour provoquer un électrochoc. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation un peu critique. On l'a vu pendant le Covid, c'est pas trop la peine d'y revenir, mais en effet, quand vous faites de la vulgarisation, vous avez l'impression que ça marche. Vous faites des conférences, les gens viennent, vous écrivez des livres, des gens les lisent, posent des questions qui montrent que le livre a été compris. Quand vous êtes enseignant, vous rencontrez des étudiants qui vous disent qu'ils sont venus à la science parce que, adolescents, ils ont lu un livre d'Hubert Reeves qui les a passionnés et qui a changé leur destin scolaire. Ou de vous, sans doute. Voilà, donc on dit ça marche. Mais pendant le Covid, moi j'ai vu, comme vous tous, que alors qu'on avait l'occasion historique, parce que les gens étaient inquiets et intéressés, et puis disponibles. Et puis ils avaient le temps. Ils avaient le temps. On avait l'occasion historique d'expliquer jour après jour les méthodologies scientifiques qui sont plurielles. Un sociologue ne travaille pas comme un médecin, qui ne travaille pas comme un physicien théoricien. Mais on avait le temps jour après jour d'expliquer comment on sait ce qu'on sait et quelles sont les questions qu'on se pose. On aurait pu faire de la pédagogie basique, par exemple. On aurait pu expliquer, s'agissant des traitements, ce qu'est un essai en double aveugle, ce qu'est un essai randomisé, ce qu'est une exponentielle. Quand on parle du professeur Raoult, on aurait pu dire par exemple que ces essais n'étaient pas randomisés. Alors, si on parle du professeur Raoult, là, je vais... non, il ne faut pas en parler. On ne va pas parler là-dessus, mais enfin, ça aurait été l'occasion de faire de la pédagogie pour montrer ce que n'est pas la science. Voilà, on aurait pu expliquer toutes sortes de choses, ce qu'on n'a pas fait. On l'a fait au début, puis on a arrêté. Et on a remplacé ces occasions de faire de la pédagogie par des controverses artificielles, souvent prématurées. Les gens qui au début étaient invités et en réponse aux questions posées disaient « nous ne savons pas », ce qui était la vérité, n'étaient plus réinvités. Et on invitait des gens qui avaient réponse à toutes les questions et qui... Bref, on a remplacé la pédagogie par la mise en scène de personnalités. Mais la science, c'est pas une affaire de personnalité. On s'en fiche de ce que pensent les scientifiques, individuellement. Un scientifique, c'est pas quelqu'un qui est sorti de la condition humaine. Donc un scientifique, c'est quelqu'un qui, premièrement, n'est pas objectif. Pourquoi ? Parce que personne ne l'est. C'est quelqu'un qui se trompe.
Pourquoi? Parce qu'il arrive à tout le monde de se tromper. Ça n'est pas quelqu'un qui ne subit aucune influence. Pourquoi? Parce que tout le monde subit des influences culturelles, civilisationnelles, religieuses, philosophiques. Tout le monde est sous influence. Et donc, on ne demande pas à un scientifique de s'extraire de la condition humaine. Un scientifique, ce n'est pas quelqu'un qui a subi une cure de désintéressement personnalisé. Non. C'est pas non plus un saint. Non, un scientifique, c'est juste un gars ou une femme qui est honnête d'une façon très particulière. Il se pose des questions et il travaille à tenter de trouver leurs réponses. Donc il fait des recherches. Il obtient des résultats. Et ce qu'on lui demande, c'est, avant de les mettre sur Twitter, de les présenter à d'autres scientifiques qui travaillent sur des sujets voisins et même se poser des questions analogues pour recueillir leurs critiques. C'est ça qu'on lui demande. Et cette confrontation, ceux d'entre vous qui ont assisté à des colloques scientifiques le savent, peut être extrêmement violente. On ne se fait pas de cadeaux. D'ailleurs, Karl Popper disait, la science, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Amicalement hostile. On est suffisamment amis pour se parler, mais on ne se fait pas de cadeaux. Voilà. C'est ça la science. Et au bout d'un certain temps, quand on est revenu présenter des travaux eux-mêmes menés après avoir tenu compte des remarques, on revient, puis au bout d'un certain temps qui peut être très long, pour le boson de Higgs, ça a duré 48 ans, pour l'atome, ça a duré 2500 ans, on est d'accord pour dire, tiens, voilà un résultat scientifique. Et une fois que ce résultat est obtenu, que ce soit monsieur Machin ou madame Bidule qui l'explique, peu importe. Autrement dit, un scientifique, quand il parle à la télévision, en période de crise notamment, devrait dire, nous savons que, c'est pas moi, c'est nous savons que, ça c'est la science, et nous nous demandons si, ça c'est la recherche. Mais il y a un nous dans l'affaire. Et du coup, il s'est passé pendant le Covid, en France, des choses qui ne se sont pas passées ailleurs. Il y a un rapport qui a été fait qui montre comment a évolué dans les pays européens la confiance dans la science. Elle est restée stable dans tous les pays européens, à un niveau très élevé, moyennant quelques fluctuations au gré de l'évolution de la pandémie, mais en gros, cette confiance est restée très forte partout, 90%, sauf dans un pays, la France, où elle a chuté de 22% en 18 mois, ce qui est énorme. Donc il faut se demander d'où vient cette exception culturelle française. Et vous avez une réponse à cette question? J'en ai plein, oui. Ouais. Mais alors c'est quoi? Non, mais parce que j'en ai plein au sens parce que les Allemands, les Anglais, les Italiens seraient un peu comme nous, on se dirait bon, bah, c'est un mouvement action-réaction, mais là, qu'est-ce qui fait que les Français sont comme ça? Moi, je peux parler de deux cas que j'ai connus d'assez près. L'Allemagne, conférence de presse d'Angela Merkel, c'est elle qui explique tout. Elle fait un cours aux Allemands sur l'exponentielle. Elle explique ce qu'est une exponentielle. Elle était physicienne, c'est ça? Oui, mais l'exponentielle, c'est un programme de première. Non, certes. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 doctorats. On fera un interro tout à l'heure pour savoir si vous avez suivi. Non, mais moi, j'ai fait un petit sondage dans mon immeuble. Les gens pensent qu'une exponentielle, c'est une courbe à valeur très élevée qui croît très vite. Alors qu'au début, ça croît tout doucement et ça n'en est pas moins une exponentielle. Bref. Et elle expliquait, quand on dit d'un vaccin ou d'un test qu'il est efficace à 95%, ça veut dire quoi, 95%? Jamais expliqué. Elle explique. En France, je n'ai pas vu l'explication. Moi, mes voisins, ils pensent que si vous êtes vacciné et si le vaccin est efficace à 95%, si le virus entre dans votre corps, 95% des virus vont être étamés par le vaccin. Ce qui est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec la définition. Bref, donc elle explique tout ça. Elle explique tout ça, ça prend beaucoup de temps parce qu'elle veut être comprise. Donc il y a le problème de la crise de la patience. Si vous voulez expliquer de la science, il faut du temps. Donc elle se donne le temps, 10 minutes sur l'exponentielle, 10 minutes sur le 95%, et puis elle explique le R0. Compte tenu de la valeur du R0, dans telle lande, nous prenons telle mesure. Ailleurs, le R0 est plus faible, on prend telle autre mesure, etc. Et donc, et quand elle parlait des scientifiques, elle ne disait pas le professeur machin. Elle disait les scientifiques nous disent que. Voilà. Il y a un nous. Ils sont d'accord pour dire que. Et en Angleterre, c'est la Royal Society qui fait la communication. Voilà. La Royal Society fait la pédagogie de la pandémie.
Parce qu'en France, le conseil scientifique, c'était que des scientifiques, le conseil scientifique. Là, beaucoup, on n'a pas pris des politiques, on a mis des gens qui sont incontestables dans l'épidémiologie, etc. Bien sûr. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une forme de côté un peu martial en France, de dire c'est comme ça et pas autrement, il va falloir mettre en place un plan qui fait que ça aurait crispé un peu les gens, qui l'ont identifié ça à la science? Moi, j'ai l'impression qu'en France, un peu plus qu'ailleurs, on croit aux singularités. C'est-à-dire, on pense que c'est Galilée. Vous faites votre réputation dans un secteur, vous êtes un mandarin, puis tout d'un coup, vous dites le contraire de votre communauté. À ce moment-là, vous êtes Galilée. Vous montez en prestige symbolique. Et ça, c'est une des pistes que je mets en avant. Je ne comprends pas qu'on mette en avant des personnalités quand il s'agit de parler de science. Ça a été un des problèmes. En même temps, on ne va pas faire 2 heures sur le Covid, mais le Covid, ça a été le moment où on a vu avec une incroyable efficacité l'arrivée d'un vaccin. Alors certes, le vaccin n'a pas fait l'unanimité, certains ne voulaient pas être vaccinés, etc. En tout cas, on a vu qu'un virus qui terrorisait la planète entière, en l'espace de quelques mois, des laboratoires ont inventé plein de vaccins qui fonctionnaient à, comme vous disiez, 90-95%, et c'est devenu une question annexe. C'est quand même une extraordinaire démonstration de la puissance de la science quand elle se met au service d'une cause, pour le coup. Bon, je ne savais pas qu'on avait parlé du Covid à l'Académie Non, du non, climat. mais on va parler En tout cas, je ne parle pas de ça dans mon livre. Pas du tout. Non, oui, oui, absolument. Je ne fais pas ça pour parler du livre, mais je fais juste une remarque là-dessus. Vous avez vu que pendant des mois, on a entendu parler d'un traitement à propos du Covid. Plusieurs traitements, des noms de médicaments qui ont circulé. Et nous sommes tous capables de donner les noms de ceux qui ont promu ces médicaments. C'est ce que j'ai donné tout à l'heure. Et de ceux qui ont soutenu ces médicaments. Okay. Aujourd'hui, plus personne ne parle de ces médicaments. Mais le vaccin a produit les effets que vous dites. Qui est capable de dire le nom de ceux qui ont fait les vaccins? Ok. D'où ma question. Est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre la compétence et la discrétion? Ah, merci. Dites donc. Je ne sais plus quoi dire du coup parce que vous me perturbez. J'aimerais, il y a un épisode que vous évoquez pour le coup dans Court-Circuit, qui est l'épisode dit de la tranche de chorizo. J'aimerais que vous en disiez un mot parce que probablement une partie du public ici en a entendu parler. L'année dernière, rappel des faits, l'année dernière, vous, par esprit de blague, je pense, esprit de plaisanterie, mais vous nous en direz un mot, vous mettez sur Twitter une photographie en gros plan d'une tranche de chorizo et vous dites, voilà, première photo de Proxima du Centaure, je crois, une planète. Vous vous dites, c'est un canular, ça va faire rigoler les gens. Je pense que ça part de quelque chose de bon enfant. Et en fait, il arrive quelque chose que vous ne soupçonniez pas, à quoi vous n'avez pas songé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je fais ça le 31 juillet 2022. Et on va dire, je ne suis pas capable de dire exactement ce qui s'est passé dans ma tête. C'est honnête de votre part. Je suis honnête. Vous entendez qu'il n'y avait pas une intention particulière, même si je sais qu'à ce moment-là, il y a deux choses qui me perturbaient. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de mettre des résultats scientifiques directement sur Twitter, ça ne se fait pas. Et d'autre part, c'était quelques semaines après les premières images reçues par le JWST, le nouveau télescope spatial, images sublimes. Et moi-même, j'avais pas mal tweeté des photos du JWST en expliquant de quoi il s'agit. Et puis je voyais qu'il y a toute une communication de la NASA ou d'autres institutions qui jouaient simplement sur la beauté des images. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau. C'est vrai que c'est beau, mais ils oubliaient de dire que les images sont recueillies par ces télescopes avec des fréquences infrarouges. Donc c'est de la lumière invisible qu'on ne voit pas. Or, on laissait croire que ces objets, on les verrait tels qu'ils étaient montrés si on était près d'eux. Non, c'est de la lumière infrarouge, c'est des objets invisibles à cette longueur d'onde. Et donc je trouvais que l'image n'était pas assez associée à une explication de ce qu'elle montre. Et en science, on sait très bien que beaucoup d'images de science démontrent le contraire de ce qu'elles montrent. Il y a tout un chapitre là-dessus dans les images montrent le contraire, démontrent le contraire de ce qu'elles montrent. Et donc une image de science sans pédagogie peut être un instrument de manipulation totale. Et à l'époque, je ne connaissais pas les images artificielles produites par de l'IA
qui peuvent faire croire à toutes sortes de choses. Donc il y a une puissance de manipulation qui est incroyable. Et donc je pense que dans mon inconscient, je voulais simplement montrer qu'il est facile de tromper les gens avec des images. Or, si vous regardez le tweet, vous voyez que je donne tous les ingrédients pour que les gens comprennent que c'est un canular. Je rappelle que Proxima du Centaure est à 4,2 années-lumière de nous. Le Soleil, c'est 8 minutes-lumière. Donc, laissez croire qu'avec un télescope, on peut voir les détails de la surface d'une étoile qui a 4 années-lumière. Il faut vraiment avoir la foi. Ensuite, j'ai repris une image qui avait déjà utilisé plein de fois pour des canulars en astronomie. J'ai compté au moins 10 reprises. Le chorizo, de toute façon, on n'a pas le choix pour faire un canular en astrophysique. Il faut les crêpes aussi. Il faut que ce soit rond, il faut que ce soit orange et rouge, donc ça élimine le saucisson lyonnais. J'ai reçu des messages indignés de la charcuterie française parce que j'ai pris un chourp. En plus, la préférence nationale. Et quand j'ai vu que ça décollait, que ça partait, que les gens likaient trop. Mais quand vous likez un canular, est-ce que vous likez la prouesse parce que vous ne savez pas que c'est un canular, donc vous pensez que c'est une vraie photo de l'étoile, ou est-ce que vous likez le canular? Impossible. En tout cas, je vois que ça monte et ça ne me plaît pas. Et donc 3/4 d'heure après, je mets un commentaire. Selon la cosmologie contemporaine, il n'existe pas d'objet relevant de la charcuterie ibérique dans l'univers ailleurs que sur Terre. C'est quand même clair. C'est clair que c'est un canular. Et là-dessus, je vais me coucher tranquille. Et le lendemain, je me réveille et je vois que mon démenti n'a... Et là j'ai plus rien compris. Ça m'a complètement dépassé. Et ça m'a fait penser au roman de Kundera, La plaisanterie. Où c'est l'histoire de quelqu'un qui fait une petite plaisanterie à l'époque de l'Union soviétique. Petite plaisanterie sur Trotsky. Et il est embarqué dans une plaisanterie encore plus grande. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, la vraie plaisanterie, c'est pas le canular lui-même qui est ridicule et classique. C'est tout ce dans quoi il a été embarqué. J'ai eu 254 invitations par des médias étrangers, alors qu'il y avait la guerre en Ukraine. Il y a eu des articles que je ne peux pas lire, parce qu'il y a des articles en Tchétchénie, au Japon, en Chine. Et d'ailleurs, s'il y a un ethnologue dans la salle qui est polyglotte, je suis prêt à lui donner tous les articles, parce que je pense que ce sera un exercice intéressant de voir comment un canular est reçu selon les différentes cultures. C'est ça. Peut-être qu'en Corée... Et je sais pas, donc, aux États-Unis, il y a une grande émission de CNN où ils ont expliqué qu'un canular, c'était une fake news. Ah oui. Et que j'avais porté atteinte au crédit de la science. Mais un canular, c'est pas une fake news. Enfin, c'est une fake news, mais éphémère. On finit par avouer que c'est un canular. Et donc, ça permet à chacun de voir quels sont les biais cognitifs qui font qu'il s'est fait piéger ou pas. Et donc, c'est éducatif. C'est une éducation à l'image qui est rendue possible par le canular. Et les canulars ont toujours fait partie de l'histoire des sciences. Je peux vous raconter des dizaines dans des publications de canulars qui permettent justement d'aiguiser son esprit critique. Mais je sais qu'il y a une catégorie de personnes qui m'en voudront jusqu'à ma mort, et je pense même après. Heureusement, ils sont peu nombreux, oui. Mais ce sont des scientifiques qui ont subi une double humiliation. Humiliation scientifique parce qu'ils se sont fait prendre par le canular, ils s'y ont cru. Et humiliation conjugale parce que leur femme a tout de suite vu que c'était du chorizo. Eh bien, sur cette phrase conjugalo-chorizesque, nous allons passer la parole au public. Avez-vous des questions? Monsieur, le micro est en train de passer. Alors, il faut absolument parler dans le micro, parce que comme c'est filmé, on ne vous entendra pas si vous ne parlez pas dans le micro. Monsieur. Merci, c'était très, très intéressant. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est: estimez-vous que la science a le monopole de la vérité? Et deuxième question, quel court-circuit voyez-vous avec le développement de l'intelligence artificielle? Ah, dites donc, vous avez une heure. D'abord, est-ce qu'il n'y a de vérité que scientifique? Bon, la vérité, c'est un grand mot, hein. Moi, je pense, oui, que la science a le monopole à propos des vérités scientifiques.
Voilà. Même si des vérités scientifiques peuvent recouper des savoirs traditionnels ou des choses déjà dites. Mais par exemple, si vous lisez Démocrite, donc penseur grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont on n'a pas gardé tous les livres, hein, on a simplement des fragments, ben, quand vous lisez certaines de ces phrases, à l'époque où la physique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, on a l'impression qu'il dit des choses qui sont les mêmes que ce qu'on dit aujourd'hui. Par exemple, il écrit dans un fragment « N'existe que les atomes et le vide ». Et on se dit, tiens, il a eu l'intuition d'une vérité scientifique. Sauf que, quand nous lisons ce fragment dans lequel apparaît le mot vide, en fait, ça vient d'une traduction. On a traduit un mot grec par le mot vide. Et quand nous lisons cette phrase, nous rétroprojetons notre idée du vide dans ce qu'il dit. Or, pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, quand Démocrite écrit le mot vide, enfin, le mot qu'on a traduit par vide, il pense tout à fait autre chose que ce que nous pensons, nous, quand nous écrivons le mot vide. Pareil pour le mot atome. L'atome de Démocrite, il est insécable. Notre atome ne l'est pas. D'accord ? Et donc, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Et le mot, en fait, le mot qu'utilise Démocrite, j'ai vérifié, c'est le mot médène. Le médène en grec qui veut dire le non-être. Mais nous, quand on entend vide, on ne pense pas non-être. Hein ? Donc voilà, je pense qu'il y a des vérités scientifiques qui recoupent des savoirs anciens, etc. Mais il y a certaines connaissances qu'on ne peut obtenir que par la science, mais il y a toutes sortes de vérités, entre guillemets, auxquelles on a accès par d'autres voies. En fait, la science, c'est son défaut et sa force, elle ne répond qu'aux questions scientifiques. Mais les questions qui nous intéressent, ce ne sont pas les questions scientifiques. C'est les questions qui ont à voir avec la justice, avec l'amour, la liberté, le vivre ensemble, la société, etc. Comment se tenir droit. Voilà les questions qui nous intéressent. Mais la science, elle y répond très très peu. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'au motif que la science ne répond qu'aux questions scientifiques, on la jette un peu comme le bébé avec l'eau du bain quand il s'agit des autres questions. On la délaisse au motif qu'elle est partielle. Et là, c'est un mouvement, à mon avis, qu'il faut combattre, parce que ce qu'elle dit, elle le dit avec plus de force que ce que nous disons dans les autres secteurs. On peut parler de la justice autant qu'on veut, mais nos discours sur la justice sont plus fragiles. Et d'ailleurs, on ne leur demande pas d'être vrais, on leur demande d'être efficaces, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc je caricature ma position parce qu'on a peu de temps, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Maintenant, l'IA, c'est... Donc l'intelligence artificielle, ChatGPT, dont on parle beaucoup. Je crois qu'on en parle beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a une première chose à dire, c'est que je suis le premier à dire que c'est une mutation anthropologique, c'est vraiment un changement radical. Mais le mot intelligence dans l'expression intelligence artificielle, c'est le mot anglais. Intelligence. Qu'on ne traduit pas en français par intelligence. L'intelligence en anglais, c'est la gestion des données, le traitement de l'information. C'est pas du tout l'intelligence au sens français du terme qui contient le fait de comprendre, le fait d'avoir un esprit critique, le fait de pouvoir séparer le vrai du faux, le fait de pouvoir fabriquer des concepts. C'est ça l'intelligence. Et l'IA est tout à fait incapable de ça. Elle apprend très vite, mais elle ne comprend rien à ce qu'elle apprend. Autrement dit, si vous prenez l'exemple de ChatGPT dont on parle beaucoup, c'est une machine qui mime nos façons d'écrire sans rien comprendre à ce qu'elle écrit. Et c'est nous qui, en lisant ce qu'elle produit, projetons du sens. C'est nous qui trouvons du sens à ce qu'elle dit, mais elle n'y comprend rien, elle est complètement stupide. Et donc, surtout, elle ne fabrique rien de nouveau, en fait. Elle n'invente rien, elle ne fait que mimer nos façons de parler. Certains disent que c'est un perroquet stochastique. C'est un perroquet stochastique. ChatGPT ne dit que ce que nous avons dit, jusqu'au moment où il se met un peu à halluciner parce qu'il n'a pas assez de paramètres pour contrôler son propre discours. Mais donc, il y a des questions énormes qui se posent, mais pour moi, dans tous les débats que j'entends, c'est est-ce que l'intelligence va devenir une véritable intelligence avec une conscience de soi, etc. On est très loin d'avoir des machines qui ont une conscience d'elles-mêmes. Mais comme la machine dit « je », on pense ce qu'elle dit. Mais c'est encore une fois, c'est nous qui projetons une intentionnalité que cette machine n'a pas. Pour moi, la question principale, qui est une question politique,
c'est pas tellement de savoir si ces machines vont devenir vraiment intelligentes. Ça n'est pas de savoir exactement ce qu'elles font. C'est de discuter de ce qu'elles nous font. De ce qu'elles nous font. Comment elles changent notre travail, notre façon de réfléchir, d'être ensemble, notre relation à autrui, notre façon de discuter. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'elles changent dans nos façons d'être, de réfléchir, de travailler, etc. Vous voyez bien qu'il y a plein de métiers qui sont à la fois aidés et menacés. Quand vous êtes aidé par quelqu'un, c'est très bien, mais il y a un moment, il peut prendre votre place. Et les questions qui se posent de façon urgente, c'est quelles sont les décisions que nous sommes d'accord pour déléguer à des machines? Quelles sont les tâches que nous sommes d'accord pour confier à des robots? On a longtemps pensé que les tâches manuelles étaient plus menacées parce que les robots peuvent plus facilement les remplacer. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a des tâches manuelles qui sont impossibles à imiter pour les robots. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Aucun robot ne sait couper les cheveux. Ils peuvent vous mettre la boule à zéro, ça c'est possible, mais faire une coupe de cheveux qui soit à peu près bien faite par rapport à votre visage, les robots sont incapables de le faire. Donc il y a des activités manuelles que les robots ne concurrencent pas. Mais les activités intellectuelles, aujourd'hui, sont concurrencées par ChatGPT. Pour préparer un cours, écrire un article, préparer une plaidoirie, écrire un programme informatique, ChatGPT le fait de façon très rapide. Beaucoup plus vite. C'est aujourd'hui, oui. Voilà. Et donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme domaine réservé. Si la machine peut faire des dissertations qui sont meilleures que celles des élèves, qu'est-ce qu'on va demander aux élèves? De couper les cheveux. De faire des mauvaises dissertations? De quoi? De couper les cheveux, puisque apparemment, ça, on sait faire. Alors ce qu'ils font, moi j'ai vu ça, j'étais victime de ce truc. Ils demandent à ChatGPT la dissertation, et pour faire croire que c'est pas ChatGPT qui l'a faite, ils ajoutent des fautes d'orthographe. Et évidemment, ça donne un parfum de crédibilité. C'est intéressant. L'erreur. Donc voilà, l'avenir des étudiants, c'est d'apprendre à faire des fautes d'orthographe. Ouais, ça c'est pas mal. Une autre question, peut-être. Oui. Monsieur. Oui, bonjour. Donc une question sur le lien entre pensée et action, cohérence intellectuelle que vous mentionniez. Au sujet d'une actualité qui est encore assez chaude, hier avait lieu l'Assemblée générale du groupe Total, où se prennent des décisions qui verrouillent un peu nos choix collectifs sur des décennies. Et il y avait une centaine. Je précise que Camille Etienne, juste après. Mais justement, c'est en lien avec la prise de position de scientifiques qui étaient sur place, en fait. Il y avait plusieurs centaines de citoyens qui étaient là pour réclamer l'arrêt des nouveaux projets fossiles de Total. Et donc, une quinzaine de vos collègues étaient sur le terrain en blouse blanche pour quelque part apporter le crédit symbolique lié à leur fonction à ces actions. Donc, je voulais savoir un peu ce que vous pensiez en tant que citoyen, que scientifique et que personnalité médiatique de ce type d'engagement. J'ai une discussion avec mon fils aîné à midi là-dessus, et on n'était pas tout à fait d'accord. Il faut qu'on en reparle d'ailleurs. Mais disons, je suis bien conscient de la contradiction entre ce que nous savons et ce que nous faisons. Maintenant, je me méfie, d'une façon générale, des situations dans lesquelles, je pèse mes mots, il y a une décorrélation entre la militance et la compétence. Je veux dire par là que dans beaucoup de situations, le fait d'avoir un avis tranché sur une situation dédouane de l'envie ou de l'obligation de s'instruire à propos de quoi on a un avis tranché. J'observe ça autour de moi. Des gens qui sont... Quand je dis militant, c'est pro ou anti, je ne fais pas de différence. Ce que j'appelle un militant, c'est quelqu'un qui a un avis tranché sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut penser. Et ce que j'observe, c'est que avoir un avis, c'est pas la même chose que se forger un avis. Se forger un avis, ça demande du travail. Il faut enquêter, il faut s'intéresser, il faut interroger les experts. Et à la fin d'un processus qui peut être très long, on sait forger un avis. Qui peut d'ailleurs contredire l'avis qu'on avait initialement. Ça suppose un travail. Et ce que j'observe, c'est cette décorrélation qui existe au moins au départ. Mais moi et mes amis, par exemple, qui sont pro-nucléaires,
qui ne sont pas scientifiques, je leur demande pourquoi, à votre avis, on met de l'uranium dans les centrales nucléaires? Pourquoi on ne met pas de l'aluminium ou du tungstène? Qu'est-ce que l'uranium a de spécial? Ils ne savent pas répondre. Je demande à mes amis qui sont anti-nucléaires, les amis, pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires? Ils ne savent pas répondre. Comment c'est possible d'avoir un avis quand on ne sait pas répondre à la question de base? Et donc, plutôt que de chercher à provoquer des situations où on va recueillir quelques images, où les gens s'insultent d'un bord ou de l'autre, pour faire le buzz, moi je propose une chose suivante. On oblige les actionnaires de Total, c'est de ça qu'il s'agit, à suivre un cours de physique de 3 heures sur l'effet de serre. Non, on les oblige. 3 heures sur l'effet de serre. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? Sauf que quand les scientifiques Et attendez, viennent... j'ai pas fini. Ouais, allez-y. Et je fais la même chose pour les activistes. Voilà, c'est ça. La même chose. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est que l'effet de serre. Voilà. Et ça m'embête. Voilà, ça m'embête. Quand on est militant, on doit devenir compétent. En même temps, vous disiez, vous avez commencé cet entretien en disant il y a deux choses qui sont bien séparées. Il y a d'un côté la partie très technique, très scientifique, avec des vérités scientifiques qui valent ce que valent la connaissance scientifique, et puis ce qu'on en fait. Peut-être dans le cas mentionné par monsieur de Total ou du nucléaire dont vous avez parlé, il y a aussi ce qu'on en fait du nucléaire. Si on ne sait pas à quoi ça sert l'uranium, pourquoi c'est de l'uranium plutôt que de l'aluminium, on peut quand même être soit favorable, soit hostile à l'utilisation d'une centrale, avec les dangers que ça porte, avec en même temps les avantages par rapport au réchauffement climatique, etc. Exactement. Mais nous devons, là je vous rejoins de cette façon, une société démocratique est une société dans laquelle on doit pouvoir discuter du type de compagnonnage que nous souhaitons effectuer avec les nouvelles technologies. Qu'il s'agisse de l'IA, de la 5G, du nucléaire qui n'est pas spécialement nouveau, même s'il y a des projets de nouveaux réacteurs, des OGM et tout le reste. Qu'est-ce qu'on veut faire de toutes ces possibilités? On doit pouvoir en discuter. Mais en France, on n'y arrive pas. C'est que le militantisme empêche la discussion. Non, c'est-à-dire que tous les débats auxquels j'ai assisté, sur les nanotechnologies en 2010, sur les déchets nucléaires en 2009, c'était un fiasco. Fiasco, beaucoup de violence, pas d'argumentation, de la violence. Bon. C'est pas très... Autrement dit, et c'est de la paresse intellectuelle. Les technologies sont jugées à partir de ce que Gilbert Simondon appelait leur halo symbolique. Voilà. Dans les débats, c'est ça. Chacun y va de son halo symbolique. Le nucléaire a son halo symbolique. La 5G avait, pendant le débat qui a eu lieu en 2021, son halo symbolique. Dans mon labo, on a collectionné tous les articles pendant le débat qui avait lieu essentiellement dans la presse, parce qu'il y avait le confinement. Donc, dans les journaux quotidiens, hebdomadaires, il y avait des articles sur la 5G. On les a tous collectionnés et on a remarqué une chose. Pas d'articles écrits par les ingénieurs. Or, à un moment donné, il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Quelle est la réalité matérielle et objective de la 5G? C'est quoi la 5G? Par rapport à la 4G, etc. C'est jamais expliqué. Mais il suffit que quelqu'un dise, avec la 5G, on va pouvoir regarder des films pornographiques dans les cabines d'ascenseur. Ça fait un halo symbolique. Un autre va dire, avec la 5G, on va pouvoir opérer des malades à distance. Ça fait un autre récit symbolique. Et le citoyen, il entend les différents récits symboliques, il va les pondérer subjectivement à sa façon pour établir un jugement. Moi, ça ne me satisfait pas. Je pense que le débat public doit commencer par de quoi parle-t-on? Et ça demande du travail. Ça demande du travail. Un investissement. Ensuite, discussion générale. Et ensuite, les politiques prennent des décisions. Mais si on ne franchit pas ces étapes, on parle dans le vide. Et vous savez très bien que dans tous les sondages où on demande aux gens leur avis sur une technologie, ils répondent oui ou non, pour ou contre, avec une très forte majorité. Tout le monde a un avis. Et à la fin, on leur demande, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Non. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. On ne peut pas avoir un avis quand on ne connaît pas. Et si on veut avoir un avis, il faut travailler. Autrement dit, le droit de savoir, qui est légitime, inattaquable, le droit de savoir, s'il n'est pas converti en désir de connaître, le débat démocratique ne peut pas avoir lieu. Il faut des gens qui s'engagent vraiment. Et quand il y a des conventions citoyennes, il y en a, les gens sont pris tous les week-ends.
Il faut travailler. La question, c'est est-ce qu'on a envie de travailler ces questions? Est-ce qu'on veut les travailler ou est-ce qu'on veut simplement avoir un avis? C'est deux choses complètement différentes. Moi, je ressors de la semaine que j'ai passée sur la transition énergétique avec le sentiment, il est partagé par tous ceux qui étaient là, que là, il y a un chantier colossal. Un chantier colossal. Si vous prenez ce qu'on sait scientifiquement sur le climat, sur les ressources, sur la biodiversité, ça, c'est des acquis. Vous en prenez acte. Et vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça passe? Et bien, il va falloir vraiment, vraiment travailler. Et moi, je déplore que nous devenions de plus en plus une société des affects. On a des affects. On aime, on n'aime pas. On se comporte comme si le monde était un Facebook généralisé. J'aime, j'aime pas. Mais non. Regardez le nombre de gens qui s'indignent. Tout le monde s'indigne, mais l'indignation, c'est une forme de paresse qui en même temps permet d'avoir bonne conscience. Ah, je suis indigné. Mais si vous êtes indigné et que vous ne faites rien, c'est pas la peine de nous le faire savoir. Éloge de la discrétion. Je crois que c'est votre prochain livre, Éloge de la discrétion, parce que ça revient très souvent, cette idée qu'il y a une décorrélation, pour reprendre votre mot, entre la discrétion ou, le contraire, le tapage et la compétence. Non, il y a aussi une chose que je voudrais dire. On en a beaucoup parlé cette semaine, parce qu'il y avait des politiques qui étaient là. C'est comment se fait-il que quand on dit une énormité politique, une énormité scientifique, on n'en paie pas le prix symbolique? Ça je ne sais pas pourquoi. Comment c'est possible? Quand Donald Trump dit j'ai une petite idée pour le Covid, l'eau de Javel, comment se fait-il qu'il ne s'effondre pas dans les sondages? Oui, voilà. C'est presque le contraire qui lui est arrivé, effectivement. Nous avons le temps pour une dernière question. Alors moi, je ne veux pas trancher qui doit... Bonjour. Madame. Oui, oui. Je suis désolé, madame, a le micro, et on n'a plus beaucoup de temps. Merci. Comment mettre en acte? Qu'est-ce que vous nous dites? Comment faire avec la panique urgente que les jeunes ici, ils ressentent au plus profond de leur ventre, de leur intelligence, de tout. Comment faire? Parce que les militants, ils sont à bout à cause du déni et de la surdité. Donc, comment faire? Comment faire? Eh bien, justement, c'était le sujet qu'on a discuté cette semaine. Et c'est vraiment pas simple. C'est-à-dire que parmi les gens que j'ai fréquentés pendant ces 6 jours, personne n'est dans le déni. Moi, je connais personne qui soit dans le déni. Les sondages montrent que la proportion de climato-sceptiques est quand même assez faible. Pas autant qu'on le voudrait, mais elle est quand même assez faible. Et je vois personne qui soit vraiment dans le déni. Il y a la question de l'action. Et si vous prenez certaines mesures qui seraient conformes à ce que la logique scientifique réclame, il se peut que vous provoquiez un chaos social. Par exemple... Il faudrait couper les robinets, quoi. Je vous donne un exemple. L'énergie aujourd'hui, elle est gratuite. Quelle est la quantité d'énergie que vous consommez dans un repas? Je vous donne la réponse dans l'unité qui va bien, les kilowattheures, c'est 1 kilowattheure. Un repas, c'est 1 kilowattheure. Le métabolisme du corps réclame 2,5 kilowattheures par jour. Donc c'est un déjeuner, un dîner, un petit déjeuner. Avec ça, vous vivez. Il vous les faut. Combien coûte un repas? Quelques euros, voire quelques dizaines d'euros. Combien y a de kilowattheures dans un litre de pétrole? Réponse, 7. Combien coûte 1 kilowattheure de pétrole? Quelques centimes d'euros, si j'enlève les taxes. Combien coûte 1 kilowattheure électrique livré chez vous par EDF? Quelques 20 centimes d'euros. Autrement dit, c'est repas gratuit. Okay. Maintenant, la question est, compte tenu du fait que l'énergie est en quantité finie,
qu'il n'y a pas d'énergie renouvelable? Oui, il n'y a pas d'énergie renouvelable. C'est un abus de langage. L'énergie, je vous rappelle, elle se conserve. Donc la seule chose que vous pouvez faire, la seule condition pour avoir de l'énergie, il n'y en a qu'une, c'est d'en avoir. On ne peut pas produire d'énergie. On peut changer la forme qu'a l'énergie dans une autre forme. Mais il faut en avoir. Deuxièmement, il est impossible de consommer de l'énergie. Quand vous mettez 1 litre de pétrole dans votre voiture, vous roulez, à la fin le réservoir est vide, mais il y a autant d'énergie dans le système. Vous avez simplement transformé une énergie ordonnée, celle du pétrole, en chaleur. Mais il y a autant d'énergie. Vous n'avez rien consommé, vous n'avez pas consommé d'énergie. Vous avez consommé du pétrole, mais pas d'énergie. Donc, et les énergies renouvelables n'existent pas parce que ce qui se renouvelle, c'est le flux dont vous allez extraire l'énergie. Mais une fois que vous avez dégradé l'énergie que vous avez extraite, elle est perdue. Elle n'est pas renouvelée. Ce qui est renouvelé, c'est le flux. Bon. Donc vous voyez, par des abus de langage comme ça, on trompe les gens. Donc maintenant, imaginez qu'on calcule le coût que devrait avoir l'énergie pour que ça soit soutenable. C'est-à-dire, comment devons-nous faire pour cesser de vivre, comme on le fait depuis l'ère industrielle, avec l'illusion que l'énergie est gratuite parce qu'elle est infinie. Ben, en gros, les gens estiment que c'est autour de 5 € le litre. 5 € le litre. Donc, un économiste ou un scientifique éclairé va dire « J'impose demain le prix du super à 5 €. Et ben, vous allez voir l'ambiance au rond-point. C'est ça la question. C'est ça la question. Et ça demande vraiment de discuter et pas de paniquer. Ben, moi, je suis plus tout jeune, évidemment, mais je trouve que c'est quand même passionnant. C'est passionnant de vivre à une époque où on comprend que l'activité humaine change l'environnement. Donc il y a des trucs à faire. C'est passionnant. Et évidemment, ça oblige à rompre avec une certaine naïveté autour de l'idée de progrès. Mais il y a un énorme chantier là, qui ressemble un peu à celui d'après la Deuxième Guerre mondiale qui a donné lieu aux 30 Glorieuses. Les gens savaient ce qu'ils avaient à faire. Et savoir ce qu'on a à faire, c'est quand même, pour l'existence, une chance incroyable. Donc non, je suis contre la dépression. La dépression n'a jamais été créatrice d'actions intéressantes. Et la panique, encore moins. Merci beaucoup, Étienne Klein. Moi, je pense qu'on en... Si vous voulez... Attendez. Je pense qu'on est en train de passer, à l'échelle de l'humanité, un test d'intelligence collective. Et donc, c'est pas le moment de jouer au con. Bien, ce sera sur cette phrase que nous achèverons cette rencontre. Merci Étienne Klein. Je rappelle que votre livre s'appelle Court-circuit et qu'on peut le trouver ici, dans cette librairie. Merci à tous et à tout de suite pour une nouvelle conférence, une nouvelle table ronde.